Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. 1 de chute pour le stade nantais rugby dimanche. Les rugbymen nantais se sont inclinés pour la première fois de la saison face à Orsay. 33-19 après une incroyable série de 14 matchs, 14 victoires même consécutives dans leur championnat de Fédéral 2. Dans un instant, on va revenir sur la saison nantaise et cette performance qui permet au Stade nantais de survoler son championnat. Une saison au top, mais après, quelles sont les ambitions du Stade nantais ? L'accession en Fédéral 1 dans un premier temps, mais à quelle échéance ? Eh bien, on en parle dans l'émission Nantes, ville de rugby. À première vue, ce n'est pas vraiment le sport phare de la Cité des Ducs, mais c'est là que certains joueurs viennent exercer leur talent. Pourquoi ce choix ? Nantes peut-elle devenir une place forte du rugby ? Et quels sont les moyens pour y parvenir ? On posera la question justement à nos 4 invités. Le président Olivier Massico, le président du Stade Nantais Rugby. Bonjour. Bonjour. Avec lui, Bertrand Guilloux, co-entraîneur. Bonjour Bertrand. Et puis 2 joueurs, Julien Primo, talonneur. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Il est là, Julien. Et Alexandre Plantier, qui est là cette fois-ci, qui arrive de Strasbourg. Pilier de cette équipe du Stade Nantais Rugby. Bonjour à tous les 4. On commence par vos coups de cœur, coups de gueule. C'est parti. Alors là, je me tourne bien vers Olivier Massico. Coup de cœur ou coup de gueule ? Alors, le coup de cœur, c'est la victoire de nos juniors Nantes Métropole Rugby qui a réalisé une belle performance samedi dernier contre Montauban. Donc, une saison difficile et la victoire a été magnifique. Une belle victoire. Voilà, coup de cœur. Bertrand, coup de cœur ou coup de gueule ? Coup de cœur aussi. Pour l'équipe de mon fils Andrea, là, que je suis de près, que j'entraîne parfois le mercredi après-midi à mes heures perdues, et qui est pleine d'énergie, d'enthousiasme. Chez les petits, donc. Chez les petits, les moins de 9, au foot au CS Montoire. Et puis c'est rafraîchissant vraiment de participer avec eux à l'aventure et aux entraînements, au plateau, au tournoi, etc. C'est une bonne aventure. C'est du foot ? C'est du foot. Pas de rugby pour le fils ? Eh non. Ah ben voilà. Pour Julien. encore. Pour l'instant. Julien, coup de cœur, coup de gueule. Un petit coup de gueule sur l'équipe du FC Nantes là, qui s'incline face à Rennes. 4-1, on le rappelle, on remue le couteau dans la plaie. C'est ça, donc voilà, j'ai des copains qui jouent là-bas, donc ils seront contents de savoir que maintenant je les déteste. Alexandre, coup de cœur ou coup de gueule ? C'est pareil, coup de gueule aussi pour la défaite du Stade Nantais ce week-end à Orsay. 33-19, on va en reparler dans un instant. Parce que ces rugbyman du Stade Nantais Rugby réalisent certainement l'une de leurs meilleures saisons depuis bien longtemps. Ils viennent d'enchaîner une série de 14 victoires consécutives dans leur championnat de Fédéral 2. C'est la 4e division nationale avant de craquer dimanche dernier face à Orsay, 33-19. Je me tourne vers Bertrand, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous aviez peur de venir à l'émission, c'est pour ça que... Ouais, on avait prévu qu'il fallait une remise en question, mais non, plus sérieusement, on sentait que l'équipe était un peu moins bien que ce qu'elle avait été en première partie de championnat. Et puis, on est surtout tombé sur une grosse opposition d'Orsay. Nous, un peu en dedans, les rebonds qui vont pas comme il faut, le combat un peu déficient. Et puis, on a été pris sur les bases de ce jeu et ça pardonne pas, mais à la fois, c'est vraiment quelque chose qui peut nous faire progresser. Une remise en question. Ouais, carrément, et puis des enseignements forts à tirer sur ce qui nous attend par la suite, parce que le défi, il est là. On va y venir. Les 14 victoires, c'était une très bonne chose. Maintenant, ce qui va compter le plus, c'est ce qui va arriver prochainement. Les playoffs et peut-être la Fédérale 1. Messieurs, les joueurs, c'est une grosse déception de voir cette série s'interrompre ? C'est sûr qu'on avait à cœur quand même de finir le championnat sur des victoires. Mais bon... Après, on a eu quand même un long déplacement. C'était compliqué. On savait qu'ils allaient nous attendre et que ça allait être leur match de l'année à effectuer. Mais c'est un peu comme ça chaque dimanche, finalement. Ouais. Mais bon, on a toujours eu des problèmes avec cette équipe d'Orsay, qui nous casse les pieds et qui sont rudes. C'est sur leur terrain gras en plus là-bas. C'est comme ça. Vous vouliez mettre vraiment un point d'honneur à terminer cette saison invaincue. Il y a peu d'équipes qui l'ont fait. Angoulême, il y a 2 ans, c'est ça C'est ça, oui, c'est ça. Il y avait vraiment cette envie d'aller jusqu'au bout sans perdre ? Oui, au moins jusqu'aux phases finales, surtout des équipes comme ça à l'extérieur. On aurait pu gagner ce match, surtout gagner celui-là et finir contre Suresnes sur une victoire avant les phases finales, ça nous aurait mis en confiance. Parce qu'on va le voir tout à l'heure, il reste 3 matchs avant la fin de saison. Quand on est joueur, justement, comment on aborde week-end après week-end ces rencontres où on sait qu'on est l'ogre de la division, de la poule, de la division même, puisque sur les 8 poules, c'est vous qui comptabilisez
le plus grand nombre de points, 64. Comment on aborde ça ? C'est assez répétitif. Il faut arriver le week-end à domicile comme à l'extérieur avec l'envie de vouloir écraser son adversaire. Parce que vu que le rugby c'est quand même un sport de combat, si on n'a pas l'envie et les tripes d'y aller sur le terrain, c'est sûr qu'on passe à côté de notre match. Et là je pense qu'on a peut-être eu moins l'envie, du coup on est passé à côté du match, quoi. C'est aussi un échec pour l'entraîneur que vous êtes, de se dire que l'équipe est passée au travers parce que y avait moins l'envie, moins la niaque. Ouais, on s'est dit qu'on n'a pas su trouver ni les formes de travail dans la semaine, ni les mots avant le match pour galvaniser justement ce côté agressif, avec de l'envie, avec de l'enthousiasme. Et on n'a pas eu ce qu'on a eu par habitude de faire les week-ends, quoi. Ouais. Là, on était ronronnant, on était poussif et du coup... Et vous l'avez payé cash. Et du coup, voilà, on s'est fait bananer. Alors regardez justement ce classement de Fédéral 2. Après 15 journées, le Stade Nantais est largement en tête avec 64 points. Devant Suresnes, 57 et Orsay, 44 points. Olivier, je me tourne vers le président. Si on vous avait dit ça en début de saison, à 3 journées de la fin, vous signez tout de suite ? Bien sûr, c'est historique. Et alors on travaille depuis 3 ans dans la continuité et on essaye déjà la plus grande victoire c'était de conserver le groupe et puis on a été chercher de la valeur ajoutée. Donc on s'attendait à faire une belle saison. Maintenant d'être premier sur le plan national, c'est bien parce que c'est bien pour eux, c'est bien pour le club, c'est bien pour... C'est le challenge aussi d'aller, de terminer premier sur le plan national, pas que premier du groupe. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Pour nous, la priorité, c'est quand même de finir premier de la poule et pour être dans les meilleures dispositions pour préparer les phases finales. Voilà. Alors on revoit la force de frappe de ce pack du Stade Nantais. Quelques images, c'était il y a quelques semaines au Stade Pascal Laporte. Alors on va revenir dans un instant sur cette saison plus en détail 2015-2016. Mais on va revenir également sur l'an passé, 2014-2015. Vous aviez fait une grosse préparation d'avant-saison. Est-ce que c'est ça qui vous avait desservi un petit peu ? Vous l'aviez payé en fin d'année 2014, début d'année 2015. Vous aviez perdu des matchs importants aussi, Bertrand. Faut aussi remettre les choses dans leur contexte. On n'avait pas le groupe aussi étoffé que cette année. On avait déjà de la qualité, mais on avait beaucoup de jeunes joueurs, moins de joueurs expérimentés que cette année. Et puis les choses, elles se font pas en un claquement de doigts, quoi. Je veux dire, la progression des joueurs, elle se fait en se mesurant à ce qui se fait de mieux, en apprenant des échecs. Et aujourd'hui, des mecs comme Juju partent déjà avec plus d'expérience. Et il y en a quelques-uns dans l'équipe qui déjà ont franchi un palier par rapport à l'an dernier. En plus de ce que disait Olivier, avec des joueurs qu'on a réussi à accrocher cette année, comme Alex, comme Iñaki, comme Mika Pasquier et d'autres que j'oublie. Mais... On va regarder justement les mouvements l'été dernier. C'est 4 départs, 7 arrivées ou retours, c'est ça. Et puis 2 juniors qui passent seniors. C'est très important aussi d'inclure les jeunes. On sait que la formation est importante au sein de ce club. Le projet du club, c'est quand même d'accéder à la Fédérale 1 et d'y rester avec notre formation, essentiellement notre formation. Donc c'est l'axe prioritaire au niveau du club. Donc ça a été la preuve, c'est qu'on a une équipe qui est très jeune, comme le disait Bertrand. Donc il y a eu des années où c'était un peu plus difficile. Et puis aujourd'hui, on arrive à une certaine maturité. Alexandre, c'est ça qui vous a plu aussi. Vous venez de Strasbourg. Strasbourg qui avait sorti l'an passé en 16e de finale des playoffs le Stade Nantais Rugby. Quand on est venu vous chercher, tout de suite, vous avez dit oui ? Oui. Ouais. Oui, parce que déjà avec Strasbourg, c'était compliqué d'avoir sa place. Et il me fallait du temps de jeu. Et Nantes, c'était une équipe qui avait un bon projet, montant Fédéral 1. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter la chance à Nantes. Voilà. Et pour l'instant, ça marche. Ça se passe très très bien. C'était quoi l'objectif du recrutement, justement ? On a vu un set arriver, des joueurs d'expérience, des joueurs un peu plus jeunes, un peu... Non, c'était vraiment, on s'est rendu compte qu'il nous fallait de la puissance, donc on est allé chercher ça en priorité. On est allé chercher aussi des mecs qu'on sentait humainement, qu'on sentait tout de suite volontaires, tout de suite sensibles au projet. Et du coup, ça s'est fait assez rapidement, quoi, pour la majeure partie.
Et puis voilà, on a recruté Ali Felletti, notre numéro 8 aussi, qui est quand même une pièce maîtresse de l'équipe, avec Selou derrière aussi, qui est un joueur assez atypique, mais ô combien efficace et spectaculaire. Et puis c'est aussi l'alchimie du noyau qui est resté, et puis des mecs qui sont tout de suite intégrés et bien greffés au projet, quoi. Ça, vous l'avez senti en tant que joueur en début de saison, vous vous êtes dit, là, il y a certainement quelque chose à jouer, peut-être plus que les saisons précédentes finalement. Oui, parce que là, on a vraiment un groupe complet. On a à des postes... C'est combien de joueurs, l'effectif, là ? On est à 36. Ouais. C'est ce qu'il faut pour 36 joueurs compétitifs, bien avancer, c'est correct. Julien. Puis on a des postes où, par exemple, seconde ligne, où il faut être rude. Et on a réussi à avoir une alchimie avec des plus vieux qui peuvent apporter aux jeunes. Donc on a Anthony, on a Mika, qui sont là pour fusionner un peu à leur poste, quoi, et apprendre les uns des autres. Donc là, on a vraiment un groupe complet cette année pour aller très loin. Alors vous commencez bien la saison avec des victoires qui s'enchaînent, mais contre des équipes, on va dire, de milieu ou bas de tableau. C'est là où vous avez commencé à vraiment construire cette équipe 2015-2016 et puis ce collectif-là. Ouais, on est parti sur nos qualités, donc la puissance. Donc on est resté sur un jeu qui était assez cadré au départ, sachant que derrière, on avait un ou deux joueurs qui pouvaient faire la différence. Ça a pris forme. On a mis bien sûr l'accent fort sur la défense aussi, qui est à la fois révélateur de l'état d'esprit, et ça a été super efficace. Petit à petit, on a réussi à diversifier un peu les options de jeu pour pas être que dans le rentre-dedans et le jeu au sol. Donc on est en train un peu de gagner justement en options de jeu, mais on s'aperçoit justement que c'est le rapport entre le combat et le déplacement. On reste quand même, il faut quand même rester sur l'essentiel. Et là, c'est peut-être parfois ici où on s'est trompé ce week-end, où on était beaucoup sur la largeur dans des conditions qui imposaient un peu plus de frontal. Voilà, c'est encore. C'est là aussi que votre équipe doit apprendre encore. Ouais, c'est un enseignement. Et puis c'est justement, il faut s'en servir pour la suite, quoi, pour savoir qui on est et quelle qualité on va pouvoir imposer. Comment vous vivez les matchs ? On vous voit là, Olivier, dans les tribunes toujours, jamais près du banc, jamais à vivre vraiment la rencontre ? Vous intériorisez vraiment ? Je suis dans les vestiaires avant les matchs avec eux, avec les garçons. Après ça ne m'appartient plus. Mais cette équipe dégage de la sérénité aussi, donc ça me rend plus serein. Donc voilà, je ne suis pas au bord du terrain, mais je suis tout cœur avec eux, et dans le vestiaire avant et après. Alors on disait un début de saison qui se passe bien, et puis surtout ensuite, c'est là où ça devient le plus significatif, en novembre-décembre, vous jouez les grosses écuries et vous gagnez face aux grosses écuries. Ça aussi, c'est là où vous avez pris conscience que vous pouviez jouer vraiment les premiers rôles dans ce championnat. Conscience et confiance aussi, parce que la confiance collective, ça bonifie bien sûr les individus. Et puis voilà, il n'y a pas de... Je pense qu'on est encore loin de notre rendement maximum, parce qu'une équipe, elle est mature au niveau de son jeu au bout de 1 ou 2 ans où elle a fonctionné ensemble. Nous, on n'en est finalement qu'à 8-9 mois. Et c'est ce qui nous rend vraiment optimistes pour la suite, quoi. Mais il y a quand même cette échéance là où il va falloir qu'on arrive en forme. Ce qui est bien, c'est qu'on a le temps de le préparer. Avec les 6-7 semaines qui nous attendent, là, on va les préparer physiquement, mentalement, se régénérer, parce que la fin de l'hiver a été dure quand même. On a senti un peu l'usure mentale des mecs. Et c'est quelque part normal. On voit en top 14 qu'il y a des grosses équipes qui ne marquent le pas et qui savent que... C'est le cas de Toulon, par exemple, le week-end dernier à La Rochelle. Et on verra qu'à la fin du bal, elles seront présentes, quoi. Il y a un match référence, malgré tout. Je me tourne vers Julien, Alexandre. Est-ce qu'il y a un match qui vous a fait prendre conscience ? Alors peut-être contre Suresnes à l'aller, contre Tours, les grosses écuries, Alexandre ? Moi, le match qui m'a fait prendre conscience que j'étais dans un bon groupe, il y a un groupe qui a envie d'aller loin, c'est le match où je reviens, parce que je me suis blessé en début de saison, donc c'est contre Orléans, à la maison. De voir ce qu'on était capable de faire tous ensemble. Julien ? Puis oui, il y avait aussi, tout au début, les matchs de préparation où on n'a pas eu peur d'aller affronter des équipes comme Saint-Nazaire, comme Vannes, qui évoluent en Fédéral 1. Et on n'a pas été les petits du match, quoi. On a réussi à réaliser des bonnes choses. Donc on s'est dit, il va falloir tenter notre chance, parce que là, on peut aller plus loin que ça, quoi. Alors au cœur de l'hiver, vous nous aviez ouvert la porte de vos vestiaires pour vivre un petit peu à l'intérieur du groupe et voir comment ça se passait. C'était le 16 janvier dernier. Vous jouiez contre Chartres au stade Pascal Laporte. Regardez à quoi ressemble ce stade nantais 2015-2016 grâce à ces images de Jean-Michel Naga. Regardez.
du plaisir à défendre. Soyez contents, disez le ballon. C'est là que vous allez leur faire mal. Là, en défense, ensemble. Le premier rideau, chacun son job, tout son boulot. Et on va chercher, et on se parle, et on leur fait mal sur le plaquage. Et on se défend, on les agresse. Hein? Allez. C'est cette putain de guerre, il vient ici pour faire la guerre. C'est nous. Ça devient une forteresse. Qu'ils en aient peur, que les gens ils en aient un petit peu. On joue pour nous, contre Chartres, et pour tous les autres qui vont venir. Le 0 au tableau, ça c'est la honte. Ok, merci. Après, super sur l'état d'esprit. Parce que même si c'était pas une obligation, ne rien lâcher. Voilà. Et après, 1 mois, 5 semaines d'inactivité rugby, faire ce qu'on a fait aujourd'hui, même dans l'intensité, dans le jeu et tout, c'est très bien. Et maintenant, la bière, la première de 2016, aura un goût magnifique. Cette première bière de 2016, après la victoire 37-0 face à Chartres. Julien, ça repartait sur de bonnes bases. Hein. On fait un très gros match. Puis ça se voit aussi que 2016, fallait que ça commence sur les chapeaux de roue. Quoi. Donc dans les vestiaires, on était tous prêts à aller au combat. C'est comme ça à chaque fois, Bertrand. On ne vous voit pas discuter parce que alors vous avez le double rôle. Ça fait 3 ans que vous devez arrêter de jouer, puis vous continuez à jouer encore cette année. Pierrick Moison, qui est le manager sportif. Comment vous travaillez justement l'un l'autre? Vous êtes son relais, bien évidemment, sur le terrain. Ça a ses avantages, ses inconvénients. On arrive à discuter des orientations d'entraînement, de tactique, pour justement que ça rejaillisse sur l'équipe, quoi. C'est toujours, on pense toujours groupe avant toute chose. Et ça va avec du partage, avec de la com. Et puis aussi, on a la chance d'avoir des relais forts sur le terrain. Il n'y a pas que moi, il y a Iñaki, Anthony. On a vu Iñaki, hein, c'est le grand barbu là, qui paraît qu'il s'est malheureusement blessé au genou. Saison terminée. Olivier, vous confirmez? Aux ischio, oui. Ça va nécessiter une intervention chirurgicale. Il est d'ailleurs cet après-midi en rendez-vous avec le chirurgien. Et a priori, une indisponibilité pendant 6 à 7 mois. Donc, coup dur pour lui d'abord et bien sûr pour le groupe, quoi. Quelles sont les grosses différences avec la saison passée? Est-ce qu'il y avait ce genre d'envie? Ouais, il y avait ça. Déjà, il y avait il y avait un effectif qui était moins puissant, moins dense. Donc, à un moment donné, ça a ses limites sur le terrain. On était peut-être plus dynamique, mais moins expérimenté. On tombait contre des équipes qui l'étaient plus, parce qu'on avait quand même Niort, Saint-Jean-d'Angély et Rouen qui étaient quand même des têtes d'affiche. Ouais. Voilà, c'est une autre équipe, avec un noyau qui reste, quoi. Dans un instant, on va parler de votre objectif principal, la Fédérale 1. Mais avant, il vous reste 3 journées. Regardez, 3 journées face à Clamart. Ce sera le 26 mars prochain au stade Pascal Laporte. Puis la réception du REC. Et enfin, le déplacement chez le Dauphin, ce sera fin avril sur Rennes. Un calendrier décousu, alors qu'il y a ses avantages et ses inconvénients, c'est ça, messieurs? Julien? Parce qu'on peut préparer l'objectif principal, les playoffs, pour l'accession en Fédérale 1. En même temps, on a envie de jouer et on est compétiteur quand on est joueur. Ouais, mais je pense là, passer l'hiver, là, je me dis qu'on va pouvoir bien préparer. Il nous reste 3 matchs et le dernier, c'est contre le deuxième. Donc, s'il faut aller chercher des victoires extérieures pour passer les playoffs et aller chercher la Fédérale 1, c'est par ce match-là aussi qui va nous lancer. Donc moi, je suis content un peu de ces espaces pour récupérer, se remettre en forme et être prêt pour les phases finales, parce que c'est là le plus important, quoi. Les 2 matchs, on l'a vu contre Clamart et le REC, qui sont des équipes plutôt mal classées. Le REC est dernier. Ils servent à quoi? Ils vont servir à déjà aller prendre le bonus, parce qu'il faut absolument qu'on assure cette première place avant d'aller à Suresnes, pour avoir l'esprit libéré. Et puis ils vont servir justement à reprendre le rythme, à travailler peut-être des systèmes de jeu qu'on n'avait pas bossé ou pas eu le temps de bosser. On sait que là, on va avoir un gros cycle défensif, parce que ces derniers temps, on a été moins performants qu'en début d'année. Donc c'est éprouver tout ce qu'on a bossé à l'entraînement, essayer de le valider sur ces matchs-là, quoi. Alors la première grosse satisfaction, on l'a dit, c'est vous allez terminer dans les 2 premiers. C'était l'objectif avoué du président Massican en début de saison et du staff. C'est un premier objectif atteint déjà? Pas encore.
Presque. Dans les 2 premiers, en tous les Dans cas. les 2 premiers, oui. Ouais, Oui. ça c'est sûr. Oui. Il faut absolument finir premier pour avoir un tableau le plus favorable possible. Donc pour nous, l'objectif, c'est la première place. Voilà. Alors regardez justement comment vont se dérouler ces phases finales, les playoffs. C'est assez compliqué. 16e de finale en match aller-retour, 1er et 8 mai. 8e de finale aller-retour, 15 et 22 mai. Puis ensuite, quart de finale le 29 mai sur un match, demi-finale sur un match et finale bien évidemment sur un match. Et pour accéder à la Fédérale 1, les 8 vainqueurs des 8e de finale accéderont directement à la Fédérale 1. C'est pas un système un peu lourd finalement, parce que quand on termine premier d'un groupe, on a envie de se dire ça serait bien de pouvoir monter directement. Oui, justement, Olivier. sur la première place, ça permet de recevoir le second match sur les allers-retours. Donc ça a quand même un impact c'est psychologique. un gros avantage, ça. Oui, bien sûr. Le match à domicile, en termes de motivation, et on voit bien l'implication des joueurs, c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour nous, c'est important de recevoir sur le deuxième match. Justement, ça joue sur quoi, Julien ? Le fait de recevoir, ou Alexandre, puisque vous l'avez vécu avec Strasbourg l'an passé, de recevoir sur le deuxième match. Expliquez-nous un peu. En fait, c'est comme on va d'abord chez l'adversaire, donc c'est prendre le moins de points possible. Parce qu'en général, jouer à l'extérieur, c'est quand même compliqué. Et après, quand on reçoit chez nous, là, on donne tout pour prendre le moins de points et en mettre le plus possible Julien. devant notre public. Ouais, c'est ça. Puis après, c'est vrai que les matchs à domicile sont plus faciles à gagner parce qu'il Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai public qui vous pousse aussi. L'atmosphère, on travaille toute l'année dans ces lieux, donc on le connaît par cœur. C'est chez nous, quoi. C'est comme si on frappait à votre porte et qu'on disait on va venir casser dans votre maison. Non. Ah, c'est comme ça que vous... Ça se passe pas comme ça quand on vient à Nantes, donc c'est un peu ça l'état d'esprit. Alors la saison dernière, vous vous étiez arrêté, on l'a dit, en 16e de finale face à Strasbourg. Qu'est-ce qui a manqué justement sur ces 2 16e de finale ? Parce que je crois aussi qu'il y a 2 ans ou 3 ans, vous étiez allé en 16e de finale. Olivier. Ce qui a manqué, voilà, c'est l'effectif, quoi. On est arrivé, nous, au bout, physiquement et mentalement, pour entamer ces matchs de phase finale, alors que Strasbourg était équipé pour démarrer. Eux, ils démarraient, nous, on finissait. Vous êtes vraiment dans cette phase cette année. On est aujourd'hui, on a souhaité se mettre dans les mêmes conditions que l'année dernière. Donc aujourd'hui, les joueurs, il va y avoir une gestion, ce qu'évoquait Bertrand. Il faut d'abord gagner les matchs, mais il va y avoir une gestion des joueurs pour pouvoir arriver à cette phase 16e dans les meilleures conditions psychologiques, physiques. Parce que nous, la saison, je ne veux pas dire qu'elle démarre là, mais presque. Ouais. L'objectif, il ne faut pas se tromper d'objectif, quoi. Alors justement, vous avez quasiment toutes les chances de terminer premier de votre poule. Et regardez les équipes contre qui vous pourriez tomber. Vous êtes donc le premier de la poule 1 qui jouera contre le 4e de la poule 2. À l'heure actuelle, c'est Saint-Denis, mais il y a également Montluçon, Gennevilliers, Dijon, Saint-Denis et Beaune qui se tiennent en 15 points, du 1er au 6e. On l'a dit, match à l'extérieur, le premier match sera à l'extérieur, le deuxième à domicile. Est-ce que vous connaissez déjà ces équipes ? Est-ce qu'on a déjà un œil, quand on est entraîneur, sur toutes ces équipes-là ? Est-ce qu'on les connaît par cœur ? Ou est-ce que ça vient au moment où le tirage au sort est fait ? Par cœur, non, mais on va avoir quelques espions qui vont aller rayonner là-bas. Après, je pense qu'il ne faut pas trop qu'on spécule sur qui on va prendre, dans quel ordre, etc. Il faut vraiment qu'on se concentre sur nous, parce que foncièrement, si on est à 100% de ce qu'on peut faire, je ne vois pas trop qui peut nous embêter, au moins pour les 2 premiers tours. Et donc l'objectif, il est là avant tout, quoi. C'est que tout le monde se prépare à 100%, sans se poser trop de questions parasites, parce qu'il y aura de la pression, clairement. Est-ce qu'on travaille différemment, justement, quand on est entraîneur, quand on est joueur, pour préparer ces phases finales ? On va essayer, justement, de d'ôter la pression de tout le monde et de compter sur la responsabilisation de chacun pour qu'on soit au taquet le jour J et pas jouer les matchs avant l'heure. Ça serait une connerie, je pense. Ni mettre trop d'émotionnel dans ces choses-là. Je pense que chacun va sentir le contexte monter, l'ambiance, etc., l'engouement. Vous en parlez déjà, entre vous, dans le vestiaire ?
Non, parce que pour l'instant, on est fixé sur le championnat, mais bon, on s'y attend. On a déjà vécu ça l'année dernière. On sait que la fin, quoi, le sprint final, c'est là où il faut tout lâcher. Donc pour l'instant, on est dans les starts. Parmi toutes les équipes qu'on a vues là, contre qui vous seriez susceptible de jouer, il y en a une qui vous fait un petit peu plus peur, entre guillemets. Je sais qu'on n'aime pas trop ce mot dans le milieu du rugby, mais une équipe que vous craignez peut-être un peu plus, Olivier? Non. On respecte tout le monde. Il n'y a pas plus une équipe que l'autre. Autant l'année passée, Strasbourg a survolé la poule 2, donc on n'est pas dans cette configuration-là. Donc voilà, on respecte tout le monde. Et ce que disait Bertrand, je rejoins complètement. C'est-à-dire qu'il faut se préoccuper de nous. Pas facile aussi d'arriver avec le statut de grand favori, parce que si vous terminez premier de votre poule et au niveau national également, il y a une certaine pression aussi sur les épaules. Il faut l'assumer. Ouais. C'est ce qu'on n'a pas fait dimanche dernier d'ailleurs. C'est que toutes les équipes veulent nous battre, bien sûr. Mais il faut l'assumer. Et ça, c'est peut-être aussi un rôle nouveau pour le club et les joueurs. Donc voilà, c'est à nous de réagir. Ce qui est important, la défaite, quelque part, on s'attendait à prendre une gifle, il fallait qu'on la prenne. Maintenant, c'est comment on va réagir. Voilà, ça c'est. Vous imaginez ne pas vous qualifier ou ne pas monter en Fédéral 1? Oui, parce que c'est du sport, donc le résultat, il n'est pas certain. Donc bien sûr, c'est au plus profond de vous-même, vous vous dites quand même que voilà, il y a toutes les chances après la saison que vous avez fait. Ce sera un échec énorme. Bien sûr, Ouais, bien sûr, pas... bien sûr. Toutes les conditions là sont réunies. Maintenant. Inch'Allah. Y arriver, ce serait passer de la Fédéral 2 à Fédéral 1. Il y a un palier important entre ces deux divisions aussi. Bertrand, vous qui avez joué en Fédéral 1 et même en Pro D2. Il y a un palier à tous les niveaux sur la dimension physique, sur la vitesse du jeu, sur le nombre de joueurs dans l'effectif, sur les infrastructures aussi de notre club, la disponibilité pour avoir des entraînements de meilleure qualité. Enfin, il y a tout un système à repenser pour aller vers l'optimisation de ce qu'on a, quoi. Mais à la fois, c'est passionnant de développer quelque chose comme ça. Ouais. Alors, le Stade Nantais a connu la Fédéral 1, c'était entre les années 2004, 2005, 2006. On sait que ça s'était plutôt mal passé, rétrogradation financière en Fédéral 3. Quand on est président, justement, on y repense à tout ça, puisque vous étiez au club également, enfin, vous suiviez en tous les cas ce club. Comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? J'imagine que le budget est déjà pensé. Ça augmente de combien, par exemple, par rapport à la Fédérale 2? Au niveau des sponsors, comment ça se passe? Vous y travaillez déjà? Bien sûr, c'est une période qui est un peu délicate pour nous, parce qu'on n'est pas encore sorti de notre championnat, qu'il faut déjà se projeter sur la saison suivante avec l'objectif de la Fédérale 1. Donc sur le plan, au niveau du club, pour pouvoir se maintenir à ce niveau-là, c'est un budget de l'ordre d'1,3 million. Vous êtes à combien là en Fédéral 2? On est à 1 million d'euros. Ouais. On va boucler, voilà. Donc, alors là aussi, ça s'est préparé en plusieurs années. Donc la semaine prochaine, on a rendez-vous, parce que ça ne peut pas se faire, s'écrire sans l'appui des pouvoirs publics. Voilà, donc on a une réunion la semaine prochaine et de là, on va... Avec la mairie. Avec la mairie, avec les élus. Pour évoquer cela, parce que il faut que tout le monde soutienne. Si on veut avoir du rugby de bon niveau à Nantes, il va falloir que... Et est-ce que vous sentez, vous, en tant qu'acteur du rugby sur Nantes, qu'il y a cette volonté des pouvoirs publics de faire du rugby de faire de Nantes une place forte du rugby? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'on est reçu, on est écouté. Alors, comme tous les clubs, et comme tout responsable de structure, il nous en faudrait toujours plus. Aujourd'hui, ce qui est vraiment le facteur limitant au niveau du club, c'est ses infrastructures. On a plus de 500 licenciés. On n'a qu'un seul terrain synthétique pour la pratique de ce sport et c'est un facteur limitant. Au stade Pascal Laporte. Au stade Pascal Laporte. Donc voilà, on a une salle de musculation qui fait 60 mètres carrés. On reçoit des partenaires, il y a plus de 110
dit partenaire aujourd'hui dans des baraques de chantier. On est arrivé à nos limites, quoi. Maintenant, il y a soit effectivement, et on remplit le stade, il y a de plus en plus de monde à nous soutenir. On intervient dans le milieu scolaire, dans les quartiers, on est vraiment très présent dans le tissu social. Et il y a une attente d'énormément de gens pour que existe du rugby de bon niveau. À Nantes, la 6e ville de France, il faut impérativement qu'on s'unisse pour construire ensemble un projet pérenne dans le temps. Alors on les voit d'ailleurs tous ces spectateurs au stade Pascal Laporte. En plus, vous jouez le samedi soir. Pas mal de monde. Là, c'était les matchs le dimanche après-midi. On va regarder l'évolution également du club depuis la saison 2010-2011. Vous terminez 5e de Fédéral 2 après être remonté de Fédéral 3. Puis 3e de Fédéral 2 la saison suivante avec un 16e de finale, on en parlait. 2012-2014. C'était un peu dans le creux. Vous êtes en Fédéral 2, mais sans décrocher les playoffs. Et puis, cette saison 2014-2015, 4e de Fédéral 2, 16e de finale. Il est vraiment temps de franchir le pas aussi pour le stade nantais et d'accéder à la Fédéral 1, concrètement. Oui. C'est, quand on a repris le club il y a 4 ans, on avait un plan à 5 ans pour hisser l'équipe Fagnon en Fédéral 1. Pour qu'il y ait une cohérence entre notre formation qui évolue au plus haut niveau, que ce soit des juniors ou cadets, c'est l'élite. Donc c'est le top 14 donc de leur catégorie. Et ces garçons-là, on ne peut pas continuer à former des jeunes si on ne leur propose pas un niveau... Qui partent ensuite. Parce que la seule issue pour eux, c'était de partir. Donc il nous faut un niveau de compétition au niveau senior. La Fédéral 1, c'est le plus haut niveau amateur et c'est un niveau qui est très intéressant pour qu'il y ait une continuité et pour qu'ils puissent s'épanouir sur leur bassin de vie avec une formation professionnelle et des études. Parce que malheureusement, quand ils partent, eh bien, c'est au détriment de la scolarité, très souvent. Alors, quand on regarde l'effectif du Stade nantais, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes formés à Nantes, mais qui, la plupart du temps, et on l'a vu ces dernières saisons, ne restent pas, partent dans les grands clubs de Pro D2 ou Top 14. Et puis, il y a les joueurs, on va en voir un, Bassori, expérimenté, qui a joué à Tarbes, qui a joué à Agen, en Pro D2. Il n'y a pas d'entre-deux, on a l'impression. Comment faire, justement, pour faire que ce club de Nantes attire enfin des joueurs expérimentés et pour construire et pour faire grossir le club. Bertrand. On commence à être attractif, mais on le sera d'autant plus en Fédéral 1. Les joueurs qui descendent de haut niveau veulent venir dans des projets intéressants. Et c'est vrai que la Fédéral 1, c'est encore la passerelle entre le pro et la reconversion. Il ne faut pas y rester trop longtemps, finalement, en Fédéral 1. On verra. Si on veut aller vers le professionnalisme. Il faut qu'on stabilise le club, déjà qu'on y monte, qu'on le stabilise. Après, c'est étape après étape qu'on va être efficace. Et puis surtout, pas mettre le club dans le rouge. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs qui sont dans la difficulté. Et nous, on fait partie quand même de ceux qui vivent bien. Et puis après, c'est un projet qui se réalise sur 4 ou 5 ans. Peut-être qu'on aura les moyens de pouvoir prétendre à autre chose. Sinon, la Fédéral 1, ça n'a rien de déshonorant. Ça commence à jouer vite, longtemps. Et puis l'évolution des règles, à mon avis, vont faire que plus ça va aller, plus le volume de jeu va être attractif et important. Donc ça attirera d'autant plus les bons joueurs. Mais c'est pas frustrant de former des bons joueurs? Et je me tourne vers vous. Julien, au bout d'un moment, vous allez peut-être aussi avoir envie d'aller voir ailleurs s'il y a des propositions. Attention, il y a votre entraîneur qui vous regarde. Mais il y a forcément ça qui titille au bout d'un moment. Après, là où les jeunes partent, c'est parce qu'ils savent que dans des clubs pro de plus haut niveau, ils ont des équipes espoirs dans lesquelles ils peuvent évoluer jusqu'à 23 ans, je crois. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils veulent aller tenter leur chance. Après, moi, j'ai pas connu les espoirs, mais je sais que j'ai des copains à moi qui sont en espoir. Eux, ce qu'ils attendent quand ils sortent d'espoir, c'est vraiment d'aller chercher des clubs de Pro D2, Fédéral 1. Donc en soi, comme disait Bébert, on sera attractif à partir du moment où on sera en Fédéral 1 et que là, on pourra proposer un vrai jeu, quoi. On s'aperçoit qu'une fois en Fédéral 1, et on pense à un club comme Lille, qui trustait les premières places ces dernières saisons, qui ont eu des problèmes financiers, c'est très compliqué quand on est au Nord-Loire d'arriver dans le monde professionnel. Pourquoi c'est si compliqué, finalement, à part Paris,
avec le Racing et le Stade Français, Bertrand, qui passe. Il y a un phénomène culturel qui met en relation les moyens, le nombre d'éducateurs, le nombre de pratiquants, le vécu du club. Enfin, c'est tout. Là, il y a vraiment un terreau ici à Nantes. C'est une terre de rugby. Oui. Nantes et la Loire-Atlantique en règle générale. Bien sûr. Après, le facteur limitant, c'est les hommes. Il faut absolument qu'on arrive à fédérer avec Nantes Métropole, ce qu'on a fait au niveau des jeunes, mais il faudrait fédérer beaucoup plus de clubs autour de nous dans un projet commun. Ça passera que par là. Et puis alors, je voudrais revenir sur, par rapport à la cartographie rugbystique. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'est plutôt le Sud-Loire. Ouais. Mais c'est un sport qui est en pleine mutation. Et je pense qu'on aura dans les grandes métropoles du rugby, puisque alors c'est le serpent de mer, justement. Est-ce que Saint-Nazaire-Nantes peut se réunir pour un grand club de l'Ouest? Mais tout est possible aujourd'hui, on peut tout imaginer. Vous ne fermez plus la porte. Mais elle n'a jamais été fermée, la porte. Alors, fut un temps, c'était chacun gardait un petit peu son précaré, non? Pas tant que j'étais à la présidence. Donc, moi, ce qui est vraiment important, c'est que le rugby existe. Et qu'on ne soit pas à préserver des chapelles, à vouloir se regarder le nombril. Il faut vraiment se projeter dans l'intérêt général. Ce qui veut dire qu'une entente Nantes-Saint-Nazaire, en y réfléchissant, pourrait naître. Mais ça se fera. Il y a déjà eu des rencontres entre vous? Vous en avez parlé déjà? Non. Il n'y a pas eu de rencontre, mais ça se fera. Ça se fera parce que soit naturellement et un club le subira, ou les hommes feront accélérer le mouvement. Mais ça se fera. On le voit dans le monde politique, dans le monde économique, les regroupements, c'est le sens de l'histoire. Voilà. Eh ben, on suivra ça de très près. Vous aimeriez, Bertrand, vous qui avez joué à Saint-Nazaire, jouer à Nantes également, ça pourrait être sympa. Moi, j'aimerais surtout qu'on accède au plus haut niveau, quoi. Et justement, je ne suis pas du tout contre ce rapprochement parce que je pense qu'il sera bénéfique à la performance. Et on rappelle, le prochain rendez-vous pour vous, ce sera le 26 mars, Nantes contre Clamart, 19h. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Foot de Sport. Merci également à Nico, Julien, Glenn, Dany en régie. Jeudi, on se retrouve à 19h20 avec Foot avec une rencontre entre Angoula, le joueur d'Angers, et Rémi Gomis. Ils sont copains, un Nantais, un Angevin, juste avant le derby. Ça sera pas mal. Merci beaucoup à tous. On se retrouve dans 15 jours pour Foot Sport. Salut.